Merci à tous d'être présents pour cette masterclass qui est pleine d'actualité, puisque dans quelques heures, il va y avoir les élections américaines. Donc, même de manière un petit peu exceptionnelle, ils ont commencé déjà, entre autres, à voter par correspondance, entre autres. Alors, on parle beaucoup effectivement des élections américaines, et on pourrait dire le président, hein, donc qui sera ou Donald Trump ou Joe Biden, mais ce ne sont pas les seules élections, hein. Il y a aussi les élections sénatoriales et autres élections. Donc, ils votent pour différents points qui sont très importants. Et donc, c'est des élections qui sont particulières, puisque les élections américaines sont quand même une des rares élections qui sont suivies dans le monde entier et qui ont un impact très fort. Et je pense que vous pourrez voir l'ouverture des bourses, entre autres demain, qui souvent sont très impactées par ces élections-là. Et d'autant plus que l'élection actuelle est un petit peu particulière, parce que c'est vraiment deux camps qui se divisent, une Amérique qui se divise, mais je vous en dirai pas plus, puisque on a la chance d'avoir un invité de premier renom qui est Anthony Lacoutre. Je pourrais dire maître Lacoutre, puisqu'il est avocat, avocat fiscaliste, avocat international. Il habite à New York, donc il va pouvoir nous dire effectivement nous expliquer un petit peu le ressenti, comment ça se passe aux États-Unis, surtout dans cette période de Covid. Voilà. Donc, il connaît très bien les États-Unis, il connaît très bien aussi, il a l'occasion de travailler avec l'équipe Trump, entre autres, dans le cadre de son activité. Et donc, il va pouvoir nous éclaircir sur les élections américaines et les différents enjeux. Donc, vous allez tout d'abord avoir une présentation, et puis ensuite, vous aurez la possibilité d'écrire dans le petit module conversation du groupe Zoom vos questions, lesquelles je synthétiserai pour les poser, et on pourra interagir sur ce débat. Donc, Anthony, merci encore d'être là, et je te donne la parole. Merci Alfonso, bonjour à tous. Donc là, il est 1h de l'après-midi ici à New York, 10h du matin sur la côte ouest, et donc le pays est appelé à voter, le pays à l'échelle d'un continent, sachant que, comme Alfonso l'a rappelé, aux États-Unis, on peut voter en avance, ce qui est une curiosité, soit en envoyant un bulletin par la poste, soit en personne, puisqu'il y a des stations de vote qui sont ouvertes en petit nombre depuis plusieurs semaines. Et ça, ce n'est pas à cause du Covid, c'est toujours comme ça, mais en plus, à cause du Covid, il y a beaucoup de gens qui ont voté à l'avance. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a finalement des gens qui vont venir voter, mais qui seront moins nombreux que ceux qui ont voté avant, ce qui est une première. Alors, mais il n'empêche que c'est évidemment ce soir avec le décompte, cette nuit. Et donc, pour vous, demain matin, quand vous vous réveillerez, que vous aurez le résultat, bien entendu. Alors, ce qui est en jeu, comme Alfonso l'a rappelé, c'est la Maison-Blanche, mais pas seulement. Alors, la Maison-Blanche, c'est donc la présidence. Ça, c'est une photo qui a été prise tout récemment lorsque Trump salue l'hélicoptère qu'il a ramené de l'hôpital après son séjour d'il y a 15 jours à cause du Covid, puisque, comme vous le savez, il a été infecté par le Covid et il a séjourné 3 jours à l'hôpital. Donc voilà, là, il est sur le balcon de la Maison-Blanche. Il y a aussi donc les élections législatives et sénatoriales. Donc vous avez, comme en France, un Parlement qui est divisé en 2 chambres législatives, la haute et la basse. Donc la haute, c'est le Sénat, et la basse, c'est la Chambre des représentants. Et donc là, vous avez l'image du Capitole, qui est le bâtiment qui regroupe ces deux chambres à Washington, D.C., et qui est éloigné de 1 kilomètre à peine de la Maison-Blanche, et donc ce qu'on appelle le Congrès. D'accord ? Et donc, les gens sont appelés à voter
pour la présidentielle, pour la législative, les députés et pour les sénateurs et aussi pour les gouverneurs. On va en parler à la fin. Alors là, je vous montre la carte électorale de l'élection de Barack Obama en 2008. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit 50 États et on voit, donc les lettres, c'est le résumé, c'est l'abréviation des États. Hein. Donc NV, par exemple, c'est, là, vous voyez mon curseur, je pense. NV, c'est Nevada. CA, c'est Californie. Et là, vous voyez un petit chiffre à chaque fois, 56, 5, 7. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ces chiffres sont le nombre de grands électeurs, puisqu'en fait, l'élection présidentielle aux États-Unis n'est pas une élection au suffrage direct, on dit aussi suffrage universel direct, c'est une élection indirecte, c'est-à-dire qu'en fait, les électeurs votent. Alors, sur le bulletin, il y a écrit Biden et Trump. Mais ensuite, celui qui obtient la majorité, eh bien, obtient l'intégralité des grands électeurs. Donc, ce petit chiffre-là qu'on voit, c'est des chiffres de grands électeurs. D'accord ? Et donc, pour gagner l'élection, il faut emporter, comme c'est écrit ici, 270 electoral votes, donc 270 votes de grands électeurs. Donc, 269 plus 1. D'accord ? Et donc là, en 2008, Obama avait remporté 365 grands électeurs avec les États qui sont en bleu, puisque en fait, aux États-Unis, c'est l'inverse d'en France. La gauche est représentée en bleu et la droite est représentée en rouge. Et donc là, vous avez les États qui avaient été gagnés par McCain en rouge et les États qui avaient été gagnés par Obama en bleu. Et donc, vous voyez, et donc à chaque État est attribué un nombre de grands électeurs en fonction de sa population. Alors, cela dit, on l'a dit, vous venez de noter quelque chose de très important, c'est qu'il suffit d'emporter 50,01% des voix pour emporter 100% des grands électeurs. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir une différence entre le nombre de grands électeurs et le nombre de voix au total. Ainsi, Donald Trump a remporté l'élection en 2016 en remportant 306 grands électeurs, mais en perdant le vote populaire à 2,8 millions de voix. Donc, ce qui avait enragé la gauche, évidemment, puisque c'est quand même curieux de perdre une élection en remportant plus de voix, n'est-ce pas? Alors, voilà, ça c'est la carte électorale de Barack Obama. Je pensais que c'était important de rappeler un petit peu ce qu'il en était en 2008. On voit quand même pas mal de bleu, c'est normal, hein, il l'a emporté largement. Où est-ce qu'on voit ce bleu? On voit ce bleu sur la côte ouest. Hein, vous avez la Californie, l'Oregon, l'État du Washington, le Nevada. Et puis, il a remporté tout le bassin industriel qui est ici, hein, qu'on appelle la Rust Belt. Donc là, vous avez le Wisconsin, le Wyoming, l'Ohio, la Pennsylvanie, etc. Et puis, il avait en plus remporté la Nouvelle-Caroline, la Caroline du Nord et la Floride. Donc voilà, et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comparer avec la carte de Trump. Donc là, on est en 2016. Trump remporte 306 grands électeurs. Il l'emporte dans 60% des États. Il faut savoir d'ailleurs qu'il avait dépensé 2 fois moins qu'Hillary Clinton. Hillary Clinton avait dépensé 1,2 milliard de dollars et lui, il avait dépensé 660 millions de dollars. Et donc, en dépensant 2 fois moins que sa concurrente, il avait remporté 60% des États, ce qui était quand même une prouesse. Alors, si on compare cette carte avec la précédente, n'est-ce pas? On voit beaucoup de bleu qui disparaît forcément. Et ce bleu qui a disparu, il a disparu essentiellement en Floride, en Caroline du Nord, et ici, Pennsylvanie, Ohio, Indiana, Michigan, Wisconsin. D'accord? Ça, ce sont les États que Trump a emportés quand on compare à Obama en 2008. D'accord? Donc, voilà comment ça fonctionne. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi, si on revient à 2016, c'est de savoir que les médias et les instituts de sondage s'étaient trompés largement, puisque tout le monde, en 2016, c'était il y a 4 ans, hein, c'est quand même il n'y a pas si longtemps que ça, puisque le mandat présidentiel est de 4 années, tout le monde en 2016 avait annoncé la victoire d'Hillary Clinton. Là, vous avez j'ai mis un post du New York Times quelques jours avant, qui donnait 91% de chance à Hillary Clinton de l'emporter. Alors, qu'en est-il cette année? On est 4 ans plus tard. Là, je vous ai montré un sondage de CNN avec 10 points d'avance pour Joe Biden. Alors, 10 points d'avance à l'échelle nationale, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est donc juste un raz-de-marée
un raz-de-marée démocrate, un raz-de-marée pour Joe Biden, si c'est la réalité. D'accord ? Et donc là, on a la même chose qu'en 2016, c'est-à-dire l'ensemble des médias qui prédit un raz-de-marée pour Hillary Clinton. Je me souviens, en 2016, la discussion sur les grands médias, ce n'était pas si Hillary Clinton allait l'emporter, mais c'était est-ce qu'elle allait l'emporter avec plus ou moins de 10 points d'avance. Bon. Et on sait ce qui est advenu. Alors, la question évidemment qui est posée maintenant, c'est est-ce que les sondages peuvent se tromper une deuxième fois? Alors, il faut savoir que peut-être qu'ils ne se trompent pas et que peut-être qu'ils ont raison parce qu'on a eu quand même 4 années de présidence de Trump assez particulières qui ont commencé par, tout d'abord, je ne sais pas si vous êtes trop au courant en France, mais par la mise sur écoute par l'administration, par le gouvernement d'Obama, la mise sur écoute de la campagne de Donald Trump, puisqu'il a été mis sur écoute à partir du mois de mars 2016. Donc, on est en pleine campagne électorale, on est en pleine primaire que Donald Trump va finir par remporter en juillet. Et on voit qu'il est mis sur écoute jusqu'en novembre 2016. En fait, d'ailleurs, ça va même se poursuivre jusqu'en 2017. Et alors, en fait, à l'époque, l'administration d'Obama pense que Donald Trump est un agent russe. D'accord ? Et alors, bon, là, j'ai mis quelques informations. Tout est en anglais. Je vais parler en français, mais toutes les diapos sont en anglais. C'est normal, on est aux États-Unis. Et donc, il y a eu quand même une campagne électorale en 2016. Et puis, toute la présidence de Trump depuis son élection a été marquée sous cette espèce de soupçon du fait que Donald Trump serait un agent russe. D'accord ? Alors, finalement, il y a eu un rapport de l'inspecteur général Horowitz qui date du décembre 2019 et qui a expliqué que c'était complètement faux. Mais il n'empêche, les médias ont continué à cette narration. Et donc, dans l'esprit de beaucoup, il faut savoir, Donald Trump est un agent russe. Alors, ça a été tellement vrai qu'en mai 2017, l'ancien directeur du FBI, Robert Mueller, a été désigné comme procureur spécial pour enquêter, pour savoir s'il y avait eu ou non une collusion entre Donald Trump et la Russie. Finalement, le rapport a été rendu presque 2 ans après, en mars 2019, donc 2 ans d'enquête, et pour confirmer qu'il n'y avait eu ni obstruction ni collusion. Alors, je ne peux pas résister à vous mettre quelques tweets dans ces diapos que je vais vous présenter aujourd'hui de Trump. Trump est connu pour ses tweets. Et donc voilà, vous avez un exemple ici. Comme je vous l'ai dit depuis le début, pas de collusion, pas d'obstruction. D'accord. Mais alors, pourquoi je vous montre ça? Encore une fois, il y a eu donc une drôle d'ambiance. Il y a 2 ans d'enquête où la Maison-Blanche était harassée par des 48 procureurs qui donc cherchaient tous les documents officiels, enfin, etc., et qui ont donc cherché à démontrer une collusion entre Trump et la Russie. Et donc, évidemment, ça a imprégné l'esprit des gens, forcément, si vous voulez. Et puis, on a eu aussi, plus récemment, une fois que l'histoire de la collusion sur la Russie a été révélée fausse, eh bien, la gauche a continué, cette fois-ci avec, vous en avez sans doute entendu parler en France, l'impeachment, l'empêchement, c'est du français, et qui a consisté à une procédure, alors ça n'a pas réussi, mais à destituer le président. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu le destituer? Alors, non pas pour une collusion avec la Russie, parce que ça, c'était fini, mais pour avoir demandé au président ukrainien, lors d'un appel téléphonique avec lui qui est intervenu en juillet 2019, d'enquêter sur la famille Biden et sur les affaires de corruption de la famille Biden en Ukraine. Et donc, ça n'a pas. Cet appel a été rendu public au cours du mois d'août 2019. Et donc, il y a eu une enquête de la Chambre des représentants qui est gouvernée où la gauche a la majorité. Et donc, il y a eu une enquête qui s'est terminée au mois de novembre avec ce qu'on appelle Articles of Impeachment. Donc, ils ont voulu destituer le président. Alors, il faut savoir que la destitution se fait en 2 étapes. Il y a d'abord une enquête qui est menée par la Chambre des représentants. Et ensuite, il y a le procès en lui-même, le trial, qui est organisé par le Sénat. Et donc, c'est le Sénat qui décide, ce n'est pas la Chambre des représentants en réalité. Et donc, il y a eu une enquête du Sénat au mois de janvier 2020
Et ils ont fini par voter au mois de février. Ils ont voté, donc là, vous avez ici une photo des 100 sénateurs. Et donc, ils ont fini par acquitter Donald Trump en février 2020. Mais encore une fois, pourquoi je vous explique tout ça? Eh bien, pour dire qu'avec les médias, les gens ont cru pendant 4 ans que Donald Trump était un agent russe. Et puis, à la fin, ils ont cru que Donald Trump cherchait à faire influencer les élections et à dénigrer Joe Biden en utilisant des informations étrangères. Hein, d'accord. Alors, il faut savoir qu'en côté positif, Trump a eu 4 nominations pour le prix Nobel de la paix. Je ne sais pas si vous êtes au courant en France, hein, qui va être délivré, rendu bientôt. Il est assez probable qu'il va l'emporter, en fait, hein, qu'il va obtenir le prix Nobel de la paix. Vraisemblablement, parce qu'il y a plusieurs sujets sur lesquels Trump a plutôt bien œuvré pour le monde, mais disons le rapprochement entre Israël et un certain nombre d'États du Moyen-Orient serait vraisemblablement la justification de l'obtention du prix Nobel par Donald Trump. Ce qui est assez comique puisque quand il a été élu en 2016, la gauche avait annoncé une catastrophe planétaire, avait annoncé qu'on aurait la Troisième Guerre mondiale, que Trump était fou, qu'il allait appuyer sur le bouton nucléaire, etc. Alors que c'est l'inverse qu'il a fait. Il a plutôt apporté la paix partout et il retire les troupes américaines, notamment en Afghanistan. Et c'est une première depuis 1973. Il n'a commencé aucun conflit, alors que tous ses prédécesseurs, y compris Obama, eux étaient des présidents très guerriers. Aussi à l'actif de Donald Trump, une économie fantastique, alors avant Covid en tout cas, bien sûr, hein, toutes les économies du monde occidental ont été frappées par le Covid, plus ou moins fortement, mais enfin. Et donc, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir un peu les performances économiques des États-Unis avant l'arrivée du Covid qui commence vraiment à devenir un problème à partir du mois de mars 2020. Et donc, je vous laisse regarder les chiffres, mais bon, on a quand même une augmentation de la bourse de 50%, ce qui n'est pas uniquement un cadeau fait aux riches, hein, puisque en fait, toutes les retraites, les pensions de retraite des gens sont basées sur la bourse, puisqu'elles sont investies en épargne. Donc, une augmentation de 50% de la bourse, c'est un bénéfice monstrueux pour tous les retraités. Donc là, vous savez, vous êtes quand même au courant, je pense, des résultats économiques des États-Unis depuis 2017, 2018, 2019, qui étaient remarquables. Et qui, bien entendu, ont été impactés lourdement par le Covid. Alors, les derniers chiffres sur le Covid, enfin sur l'exercice 2020, sont très bons. Et en fait, à tel point qu'il y a eu une énorme chute en avril, hein, puisqu'il y a eu un confinement qui a été organisé à l'échelle nationale et qui a donc frappé l'économie, forcément. Et en fait, là, on ressort de ces confinements progressivement depuis cet été aux États-Unis. En fait, la question se pose. Il n'est pas impossible que la croissance du PIB américain en 2020 serait supérieure à celle de 2019, qui elle-même déjà a été très bonne. Donc, on va voir, on saura ça en début d'année prochaine, bien sûr. Il faut savoir aussi que, comme vous en France d'ailleurs, aux États-Unis, les Américains sont submergés alors on appelle ça fake news, c'est-à-dire des fausses nouvelles, des histoires fausses. Et donc, on a une couverture médiatique de la présidence de Trump qui est négative à plus de 90%, ce qui est du jamais vu. Et surtout, ça pourrait être négatif parce qu'il ne fait que des choses négatives, mais ce qui n'est pas le cas. Et donc, en fait, il y a eu énormément d'affaires de mensonges purs et simples. Hein. On est vraiment dans une drôle de propagande. Alors, j'ai mis ici l'exemple des enfants dans les cages de l'histoire de CNN. Donc, CNN, à un moment donné, s'est dit, tiens, on va attaquer la politique de lutte contre l'immigration clandestine de Trump en montrant les enfants qui étaient séparés des familles et qui étaient mis dans des cages. Et donc, ils se sont mis à lancer toute une campagne sur ce sujet. Et en fait, très vite, on a réalisé que les photos dataient de 2014, c'est-à-dire que c'était des photos qui montraient les enfants en prison sous Obama. Bon. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, parmi des centaines d'autres, de mensonges éhontés de la part des médias
sur Trump, sur sa personnalité, sur ses actions, etc., sur son gouvernement. Et donc, évidemment, ça a un impact. Il ne faut pas penser que ça n'a aucun impact et que les gens sont hyper intelligents et voient le piège. Donc, c'est peut-être une explication pour laquelle Joe Biden a 10% d'avance dans les sondages. Il faut aussi savoir qu'il y a eu tout récemment une énorme histoire de censoring, de censure donc vous savez, vous avez les médias traditionnels et puis vous avez les big tech, vous avez Facebook, Twitter, YouTube. Et il y a eu, ça c'est un site, il y a eu une affaire récente, hallucinante, où Facebook et Twitter ont bloqué le compte du New York Post et de la Maison Blanche 2020 concernant en fait la découverte d'un ordinateur qui appartient à Hunter Biden, qui est ici sur la photo, qui est ici, et qui est le fils de Joe Biden, où là on a des dizaines de milliers d'emails, 28 000 photos, 8 000 vidéos, et qui montrent tout un tas de choses horribles et qui impliquent très clairement non seulement Hunter Biden, mais après tout, ce n'est pas lui qui se présente aux élections, mais surtout son père, Joe Biden, qui officiellement n'était pas au courant de ce que faisait son fils. Bref, je passe très vite là-dessus, mais ça a été un choc pour les États-Unis quand l'affaire est sortie en octobre, là, il y a 15 jours, non seulement sur le fond, mais aussi sur la réaction des big tech qui ont bloqué l'histoire en disant que c'était des informations qui étaient volées, ce qui était faux. D'ailleurs, après, ils se sont rétractés. Mais voilà, donc là, il y a eu une énorme impact, si vous voulez, interférence, comme on dit en anglais, des médias et notamment des big tech sur l'élection. Et donc, figurez-vous que cette affaire énorme, c'est un scandale politique monstrueux et connu de personne, en fait. C'est vraiment étonnant. Donc, ça a bien marché. On sait que le FBI a confirmé la semaine dernière qu'il y avait une enquête contre Hunter Biden, mais il n'empêche qu'il y a eu une censure extrêmement puissante et il suffisait de tenir entre guillemets 2 semaines puisque l'affaire est sortie le 14 octobre et le vote est aujourd'hui et donc ça a bien marché. Pendant 2 semaines, ils ont réussi à bloquer les médias sur donc ça c'est une grosse affaire ici aux États-Unis. Je peux vous assurer qu'on va en reparler, notamment si Trump est élu. Alors c'est la raison pour laquelle Joe Biden a fait une campagne électorale assez particulière à cause du Covid et à cause de cette affaire où il n'a eu aucun contact avec les médias. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle des Invisible Big Guy ici. Alors Big Guy, c'est comme ça qu'il est appelé dans les emails qui ont été découverts, les emails dont la véracité a été établie à 100%. Et donc quand son fils dit « Ah oui, oui, tu me donnes 1,5 milliard $, là il parle à une banque chinoise, dont 10% iront au Big Guy. Donc Big Guy, c'est son père. Et donc c'est pour ça qu'ici, il est appelé Big Guy. Tout ça pour dire, alors il était invisible parce qu'il a refusé des contacts avec les médias et il a très peu fait campagne. Donc on a eu une drôle de campagne à cause du Covid aussi, il faut reconnaître que ça a forcément eu un impact, où on a eu une campagne par Zoom en fait, du basement, basement c'est un mot anglais, du sous-sol de la maison de Joe Biden dans le Delaware. Alors, il a fait quand même quelques meetings, Joe Biden. Là, vous avez un exemple où les gens sont séparés à cause du Covid. Et donc, en fait, en gros, vous avez une quinzaine de personnes qui assistent aux meetings électoraux de Joe Biden. Ça, c'était au début. Et puis après, quand il a vu l'effet très négatif visuel, il a changé. Et après, il faisait des rallyes, comme on dit, des meetings électoraux avec des voitures. Donc, les gens restent dans leur voiture. Et là, pareil, vous avez des photos de parking, de supermarchés qui sont remplis de voitures. Mais bon, Trump, lui, il a fait ça. Là, cette photo là-haut, c'était hier ou avant-hier, donc c'est tout récent, où il y a 58 000 personnes qui sont venues en Pennsylvanie à un meeting électoral qu'il a donné. Là, vous avez un autre. Alors, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se déplace par avion et puis les meetings se font sur l'aéroport. Et donc, les gens se massent avec ou sans des masques. C'est dehors, hein, bon. Mais évidemment, ça pose des grosses questions de Covid. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, ce qu'il appelle les MAGA Rally, Make America Great Again Rally, ont eu lieu tous dehors, qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il fasse froid. Et donc, il y a eu le contraste était quand même assez fort entre ça et ça. Mais bon, et bien entendu, ce n'est pas parce qu'on fait des grands meetings qu'on va gagner l'élection, hein, c'est évident. Mais enfin, ça dénote quand même
on va dire, un certain manque d'enthousiasme pour la candidature de Joe Biden, qui est quand même un personnage assez particulier. Alors, il y a un autre aspect très important qu'il faut développer, c'est le fait que la gauche n'a pas un électorat harmonisé. C'est-à-dire, un peu comme en France d'ailleurs, si vous voulez, la gauche en gros, a deux blocs en elle-même. Elle a un bloc, on va dire, centriste, très pro-business, très pro-finance. Hein. D'ailleurs, quand je disais que Hillary Clinton avait dépensé 2 fois plus que Trump en 2016, c'est ce qui est vrai, 1,2 milliard, c'était le record du monde à l'époque, qui va être battu par Joe Biden. Tout cet argent vient de Wall Street. Hein. Donc, en fait, la gauche est tenue à bout de bras par les milliardaires, par les mondialistes, par la finance. Et ce qui est très bien, enfin, pourquoi pas, mais il faut le savoir, c'est la réalité. Et en même temps, c'est assez curieux puisque la gauche a un bloc qui est à peu près du même, enfin les démocrates aux États-Unis ont un bloc qui est à peu près du même importance que le bloc centriste, qui est un bloc, on va dire, d'extrême gauche, qui lui est vent debout contre la mondialisation, contre la finance et contre les milliardaires. Et c'est symbolisé par cette photo. Là, vous avez Joe Biden à gauche et vous avez Bernie Sanders à droite, sénateur du Vermont, qui représente donc cette gauche extrême. C'est un peu l'équivalent de Mélenchon en France, si vous voulez. Et donc, c'est quand même pas évident de combiner, si vous voulez, de contenter tout le monde. Et donc, là, il y a une vraie question pour Joe Biden, c'est quel est son positionnement? Est-ce que je me positionne au centre ou est-ce que je me positionne à l'extrême gauche? Et alors, évidemment, il a fait un peu des deux pendant cette campagne électorale et on va savoir cette nuit si ça a pu marcher. En tout cas, il y a un sujet sur lequel il a peut-être un peu dérapé, c'est le Green New Deal, qui est en fait une espèce de programme où il y a énormément de mesures en faveur donc des énergies renouvelables. Alors tout ça, c'est très bien. Et l'objectif, c'est d'éliminer à zéro d'ailleurs l'émission de CO2, ce qui veut dire élimination complète de l'utilisation des énergies fossiles, donc charbon, gaz et pétrole. Pendant le deuxième débat télévisé qui a eu lieu il y a une dizaine de jours entre Biden et Trump, Trump a réussi à la fin d'ailleurs à lui faire avouer, enfin à lui faire dire à Joe Biden qu'effectivement il planifiait bien de sortir l'économie américaine du pétrole. Et donc ça risque de lui coûter très cher en termes électoraux, puisque vous ne savez pas, ou vous le savez pas, c'était dans une des diapos précédentes, mais je suis passé vite. Les États-Unis sont exportateurs, sont indépendants énergétiquement et exportateurs maintenant depuis décembre 2018, ce qui n'était jamais arrivé depuis 75 ans. Et donc les États-Unis ont eu un boom. Une des raisons du boom économique qui commence d'ailleurs sous Obama des États-Unis, c'est l'exploitation des énergies fossiles en fait. Et donc vous avez plein d'États, la Pennsylvanie notamment, l'Ohio, qui dépendent du pétrole. Et donc, c'était pas cette volonté affichée du candidat démocrate de détruire l'industrie du pétrole et va pas forcément se révéler payante électoralement. On verra bien. Un autre aspect plus technique, alors je suis fiscaliste, alors évidemment, c'est mon domaine, donc je suis ça de plus près, donc là c'est un peu plus technique, mais il faut savoir que Joe Biden a un programme électoral en matière fiscale, de réforme fiscale, qui consiste en une augmentation massive des impôts, à la fois sur les particuliers et sur les sociétés, qui vient en fait contrecarrer la réforme fiscale tout aussi massive qui a été adoptée en 2017 par Trump, enfin par le Congrès, mais sous l'impulsion de Donald Trump, c'était une de ses promesses électorales, de baisser, puisqu'il avait fait baisser le taux de l'impôt sur les sociétés de 35% à 21%. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la réforme. Joe Biden a prévu de remonter le taux de l'impôt sur les sociétés à 28%, plus plein d'autres impôts qui augmentent. Et donc, si vous voulez, c'est assez curieux. On va voir d'annoncer à ses électeurs qu'on va augmenter les impôts. En général, ça ne marche pas. Enfin bon, on va bien voir. Alors, vous savez aussi qu'aux États-Unis, depuis ce printemps, on a des violences très fortes aux États-Unis dans la rue, avec donc quand même des morts. Enfin, c'est quand même très sérieux. Vous savez que l'origine de ces protestations, c'est des bavures policières envers donc ce qu'on appelle
African American, donc des blacks, des noirs. Et donc, il y a eu énormément de réactions de la rue sur ce sujet. Ça peut avoir un impact sur l'élection, puisque en général, quand on a des émeutes violentes qui viennent d'un parti, en l'occurrence, ça vient de la gauche, en général, aux élections qui suivent, il y a une réaction de l'électorat qui se crispe un petit peu et qui vote pour le parti opposé. Donc, ça pourrait avoir un effet aussi sur le résultat de ce soir. Je ne peux pas ne pas mentionner non plus un autre aspect qui peut avoir un impact sur l'élection, qui est l'état mental de Joe Biden. Joe Biden est âgé et en fait, alors là, vous pouvez trouver sur YouTube des compilations de ce qu'on appelle ces gaffes, en anglais, c'est un mot français, un mot français utilisé en anglais, gaffe. En fait, ce n'est pas des gaffes, c'est assez curieux. Là, je vous donne une liste. En fait, les experts pensent que clairement, il est atteint de l'Alzheimer, en fait, et qu'il a vraiment des problèmes graves, en fait. Alors, quand on regarde un peu le sujet qu'on veut, alors c'est une des raisons pour lesquelles il a été caché pendant cette campagne électorale. Il est resté chez lui. C'était parce qu'on voulait éviter qu'il soit en contact avec les journalistes, avec les gens. À chaque fois au début, qu'il a été pendant la primaire d'ailleurs, pendant la primaire démocrate, quand il était au contact avec les gens, ça se finissait très mal. Alors, on a plusieurs vidéos où, par exemple, il prend le micro et il dit « Hello, I'm a proud Democrat running for US Senate ». Donc, il dit, mais de façon très claire, qu'il se présente à l'élection pour le Sénat. Donc, il ne sait pas à quelle élection il se présente. Donc, c'est vraiment grave. Les gens ne se rendent pas compte en France parce que ça a été caché. Ça a été caché, ces problèmes. Mais ils sont bien réels. Si vous voulez faire une petite recherche sur YouTube ou Google après, vous serez assez surpris du résultat. Donc, là, je vous donne une liste. Mais je devais mentionner cet aspect-là qui n'est pas quand même passé inaperçu. Il faut quand même bien le dire. Les gens ont bien compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui était diminué intellectuellement, à tel point d'ailleurs qu'il y a eu énormément d'attention qui a été pour la première fois dans l'histoire des États-Unis portée sur les vice-présidents. Puisque vous savez que quand on élit un président, on n'élit pas seulement un président, on élit aussi un vice-président. Et en fait, derrière cet intérêt très important apporté au vice-président, eh bien, clairement se cache la problématique de oui, bon, d'accord, on va élire Joe Biden, mais en réalité, ce n'est pas Joe Biden qu'on élit, c'est Kamala Harris qui est sa vice-présidente. D'accord? Donc, il y a eu un débat entre les vice-présidents à la télévision qui était assez intéressant. Entre Mike Pence, qui était le vice-président de Trump depuis 2016 et qui se représente avec Trump, et puis Kamala Harris. Donc, tout ça pour dire que on risque, si Biden est élu, on risque d'avoir assez vite une présidente aux États-Unis, ce qui serait assez étonnant. Pour savoir où on en est, il faut aussi mentionner ce qu'on appelle les early votes, les votes en avance. Aux États-Unis, c'est une particularité, c'est très original. Les Français ont peut-être du mal un peu à imaginer même le concept. On peut voter en avance, soit par bulletin, soit en personne, puisqu'en fait, les stations électorales sont ouvertes avant. On pouvait voter il y a une semaine. Trump a voté il y a une semaine en Floride. Biden aussi a voté il y a une dizaine de jours dans le Delaware. Donc, on peut voter avant le 3 novembre, enfin le jour de l'élection. Et en fait, quand on s'inscrit sur les listes électorales, on donne son affiliation politique. C'est-à-dire qu'on dit si on est démocrate, républicain ou autre. On a le droit de dire autre. Et donc, les early votes, quand on les analyse, on sait, puisqu'on sait qui a voté, on sait si ce sont des registered démocrates ou si ce sont des registered républicains. D'accord ? Et donc, là, on a une analyse. Alors après, on peut se poser la question de savoir si un registered républicain vote pour Trump, ce n'est pas évident. Ou de la même façon, est-ce qu'un registered démocrate vote pour Biden? Ce n'est pas évident. En 2016, on sait qu'on a 15% des démocrates qui ont voté Trump. Alors, cette année, les sondages sont assez clairs. On a à peu près 95% de support de la base républicaine qui va voter Donald Trump. Donc, un registered républicain, a priori, va voter pour Donald Trump. Par contre, il y a un gros point d'interrogation sur les registered démocrates. Ce n'est pas du tout évident que 95% des registered démocrates vont voter pour Trump.
En tout cas, quand on regarde les chiffres des early votes, là, c'est l'exemple de l'Arizona. Qu'est-ce qu'on voit? On compare 2016 à 2020. Là, il y a aussi 2018 pour les législatives, mais ça ne nous intéresse pas. Donc, on compare 2016 et 2020. Et en fait, on compare que la gauche est en avance. Ils ont 10 points de plus que la droite. Mais ça, c'est normal, puisque traditionnellement, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, les gens de gauche votent avant et les gens de droite votent le jour de l'élection. Donc, en fait, on sait, là, on a à peu près 90% des électeurs de gauche qui ont déjà voté. Donc, le vote d'aujourd'hui, c'est massivement un vote de droite. Et donc, la question qui est posée, c'est est-ce que le vote du jour de l'élection va pouvoir dépasser les votes accumulés de gauche au cours des semaines qui ont précédé le jour de l'élection? Et donc là, si on regarde l'exemple de l'Arizona, alors l'Arizona, c'est un État intéressant puisque c'est un État important qu'il faut emporter, qui est normalement à gauche et que Trump a emporté en 2016. Et la question se pose de savoir s'il va être capable de le remporter à nouveau en 2020. Et quand on regarde les early votes de cette année, on voit que c'est en gros à peu près pareil qu'en 2016 et que l'avance n'est pas supérieure. Et donc, en réalité, sachant qu'il l'a emporté avec 4 points d'avance en 2016, donc voilà un peu le genre d'analyse qu'on peut faire, ça vaut ce que ça vaut, mais pour essayer de prédire le résultat. D'accord ? Alors aussi, il y a eu une campagne à cause du Covid très forte de la gauche pour pousser les électeurs de gauche à voter par correspondance pour éviter les contacts. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est à peu près sûr qu'aujourd'hui, très peu d'électeurs de gauche vont aller voter. D'accord ? Et donc, c'est montré là avec ces chiffres. Hein. Vous voyez que Vote Election Day, vous voyez, alors c'est même accentué depuis, mais c'est vraiment, ça va être essentiellement des électeurs de droite qui vont voter aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va assister à une nouvelle victoire de Donald Trump? Alors, il y a deux types de sondages. Il y a les sondages grand public qui annoncent une victoire énorme de Joe Biden. D'accord ? On l'a dit au début, 10% d'avance, 10 points d'avance, ça veut dire que Trump l'emporte dans 4 États. Vous voyez ? D'accord ? Donc, c'est une énorme victoire pour Joe Biden. C'est ça, 10 points d'avance, ce que ça veut dire. Donc ça, et il y a plein de gens qui croient ça, hein, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller regarder le New York Times, le Washington Post, CNN, etc. C'est ce qu'on vous dit. Voilà, ça va être une victoire écrasante de Joe Biden. Et je pense que c'est ce que vous ont dit les médias français, je suppose. Et puis, vous avez… Alors, le problème, entre guillemets, de ces sondages, enfin, la question qui se pose, d'abord, il faut d'abord préciser, comme on l'a dit en introduction, que ces sondages se sont trompés en 2016. Donc, pourquoi ils se sont trompés en 2016 ? Éventuellement, ils peuvent se tromper également en 2020, à voir. Alors, en fait, les sondages sont faits par email ou par téléphone. Et donc, il faut imaginer que vous êtes un électeur de Trump et tout à coup, vous recevez un coup de téléphone de l'Institut de sondage machin chose qui travaille pour CNN et qui vous demande si vous allez voter pour Trump et le coup de fil est enregistré. En fait, la probabilité que la personne dise la vérité, elle est assez faible. Et donc, il y a un phénomène… alors, en 2016, c'était plutôt un phénomène de honte. C'est-à-dire que les gens n'osaient pas dire qu'ils allaient voter Trump parce que voilà, c'était un clown et voilà, je n'ai pas envie de dire à quelqu'un que je ne connais pas et qui m'enregistre que je vais voter pour un clown. En 2020, ce n'est plus tellement ça, puisqu'en fait, Donald Trump a fait ses preuves et il a quand même eu toute une série de succès assez importants au cours de ces 4 années. Mais ce n'est plus la honte, c'est la peur. Là, il y a franchement un climat de violence très fort. Et donc, les gens, ils ont carrément peur. Et les gens ne mettent plus de signes, vous savez, des panneaux dans leur jardin, alors qu'avant, ils le mettaient. Parce que, voilà, voilà. Donc là, on est dans un drôle de climat. Il faut le savoir. Je pense que ce n'est pas du tout perceptible pour vous en France, où les gens se cachent. Les électeurs de droite se cachent. Et donc, s'ils se cachent physiquement, ils se cachent aussi vis-à-vis des sondeurs, je vous le garantis. Donc, je peux vous dire que les sondages qui annoncent 10 points d'avance pour Biden sont complètement faux. Alors, il y a d'autres sondages qui sont intéressants et qui, eux, avaient été déjà utilisés en 2016 et qui avaient prédit l'élection de Donald Trump en 2016. Et ces sondages posent des questions différentes aux sondés. Ils ne leur demandent pas pour qui ils vont voter, ils leur demandent pour qui pensez-vous va gagner. Vous voyez, ce n'est pas la même question. Et sur la base de ces sondages, là, on sait que Trump va emporter assez facilement l'élection. Voilà. Il y a 2 types de sondages et c'est assez difficile de prévoir à l'avance
lequel des deux va l'emporter. Ça se trouve, enfin, lequel des deux a raison. Pardon. Ça se trouve d'ailleurs, les deux ont raison, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir un résultat extrêmement serré, ce qui voudrait dire que les deux types de sondages différents avaient un peu raison chacun. Hein. C'est tout à fait possible que ce soit extrêmement serré cette nuit. Mais voilà, on peut aussi, en tout cas, ce qui est amusant hein, d'une certaine façon, c'est que vous avez le peuple de gauche qui s'attend à une victoire écrasante de Biden. Vous avez le peuple de droite qui pense franchement que Trump va l'emporter assez facilement, comme en 2016. Et puis, mince. Alors, je ne sais pas si vous me voyez toujours. Est-ce que ça marche? Ouais, ok. Donc, je continue. On ne vous voit plus, monsieur. Ouais, et vous voyez toujours les diapos? Oui. D'accord. Ok, alors, c'est pas grave. Alors, je continue. Je ne sais pas pourquoi ma caméra s'est débranchée. Donc, je finis en disant que voilà, on a ces deux sondages qui sont structurellement construits de façon différente. Attendez, excusez-moi, ça me demande quelque chose. OK. Voilà. Et donc, on va bien voir, et c'est difficile de dire ce qui va en être, ça c'est sûr. Mais donc, encore une fois, dans une situation assez originale où les deux camps sont à peu près persuadés qu'ils vont l'emporter. Ce qui est quand même assez rare hein, comme situation. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour la présidentielle. Et puis, effectivement, comme l'a dit Alfonso au début, il faut quand même mentionner qu'il n'y a pas que l'élection présidentielle. Il y a… Mince. Alors, attendez, excusez-moi. Ah oui, voilà. Il y a l'élection pour la Chambre des représentants. Alors, la Chambre des représentants, c'est la gauche qui est majoritaire aujourd'hui. C'est un mandat de 2 ans. Et donc, tous les 2 ans, il y a une élection. Donc, il y a eu une élection en 2016, en même temps que Trump, où là, la droite l'avait emporté c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Et puis, en 2018, la droite a perdu. Et en 2020, se pose à nouveau la question. Donc, les députés sont élus que pour 2 ans. Donc, en fait, ils sont en campagne tout le temps. Et donc, là, les démocrates sont en avance. Et je pense qu'ils vont garder cette avance. Voilà mes prédictions que je reprends, hein, ce n'est pas moi qui les fais. Je pense que les démocrates vont perdre un peu de sièges, mais pas beaucoup, et que donc les démocrates vont continuer à avoir la majorité à l'Assemblée nationale, à la Chambre des représentants. Ça, c'est ma prédiction. Donc, ma prédiction, c'est que Trump va l'emporter, plus ou moins facilement, on verra. Ce sera serré ou ce sera proche de la carte électorale de 2016, à mon avis. Et puis, la droite, les républicains vont perdre, vont pas réussir à retrouver la majorité à la Chambre des représentants. Par contre, se pose la question de savoir si la droite va conserver sa majorité actuelle de 53 sénateurs au Sénat. Là, au Sénat, on est élu pour 6 ans. Pour l'instant, ils ont 53 sénateurs, donc ils sont en majorité assez large. Et la prédiction est la suivante. Je pense qu'ils vont perdre peut-être un siège ou 2, mais qu'ils vont réussir à maintenir leur majorité de 51 sénateurs. Il faut savoir qu'il y a 2 sénateurs par État, donc il y a 100 sénateurs, et que comme ils sont élus tous les 6 ans, il n'y a qu'un tiers qui est renouvelé tous les 2 ans. D'accord ? Donc là, on n'a que 35 sénateurs qui sont en course ce soir. Et donc voilà, donc il y a possiblement 3 sénateurs républicains qui vont perdre, un en Arizona, un dans le Colorado et un dans le Maine. Et donc, ça descendrait à 50. Hein, 53 moins 3, ça fait 50. Et donc, pour obtenir une majorité, il faut qu'il y ait une victoire en Géorgie, dans l'Iowa ou en Caroline du Nord. Et les sondages montrent que c'est possible. Donc, il est assez vraisemblable que la droite les républicains va conserver la majorité au Sénat. Alors, pourquoi c'est important ? C'est très important pour la droite de garder la majorité au Sénat parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, à la différence de la France, ça c'est très important à préciser, les lois doivent être adoptées dans les mêmes termes par les 2 chambres. Alors qu'en France, comme vous savez, vous avez une navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat, mais en fait, à la fin, c'est l'Assemblée nationale qui décide. Alors qu'aux États-Unis, il faut que les deux chambres se mettent d'accord. C'est-à-dire que chaque chambre a autant de pouvoir législatif que l'autre. Si bien que si la droite garde sa majorité au Sénat et la gauche garde sa majorité à la Chambre des représentants, ça veut dire en gros qu'aucune loi ne pourrait être adoptée sans un accord unanime, si vous voulez. Par ailleurs, donc ça veut dire que tout le programme électoral de Biden, si Biden est élu et qu'on a la Chambre des représentants à gauche et le Sénat à droite, ça veut dire que Biden ne pourra rien faire en fait.
D'accord ? Il pourra faire adopter aucune des lois qu'il a prévues. Donc on verra bien. Hein. Et alors, aussi, le Sénat, c'est très important parce que le Sénat ratifie les traités, sans l'accord de l'Assemblée nationale. Et le Sénat confirme les ministres, les membres du gouvernement, et confirme tous les juges, y compris les juges à la Cour suprême. Donc le rôle du Sénat est beaucoup plus important que le rôle de l'Assemblée nationale. Et puis, il va y avoir des gouverneurs qui sont en jeu aussi. Les gouverneurs, donc vous avez 50 gouverneurs, un gouverneur par État. Et là, vous avez ils sont élus pour 4 ans. Vous n'avez que 11 gouverneurs là, qui sont en élection. Et ma prédiction, vous la lisez, c'est qu'on finira la nuit avec 27 gouverneurs républicains contre 23 gouverneurs démocrates, avec un flip attendu dans le Montana, c'est-à-dire qu'un gouverneur de gauche va vraisemblablement perdre et se faire remplacer par un gouverneur de droite dans le Montana. Donc voilà mes prédictions pour la présidentielle, pour les élections législatives, pour les élections sénatoriales et pour les élections des gouverneurs. Alors, il faut terminer cette présentation en parlant rapidement de la Cour suprême. La Cour suprême est composée de 9 juges qu'on appelle des justices, des justices, il se fait qu'ils sont nommés à vie. Et la Cour suprême, qu'est-ce qu'elle fait, la Cour suprême ? Elle vérifie la conformité des lois à la Constitution, comme le Conseil constitutionnel en France. D'accord ? Et donc, ça veut dire que si le Parlement, si Biden est élu, si la gauche garde la majorité à la Chambre des représentants et si la gauche emporte la majorité au Sénat, ça veut dire que les lois qui seront adoptées par le Congrès, de toute façon, doivent être conformes à la Constitution et vont être revues par la Cour suprême. Et donc, la question se pose de savoir que va dire la Cour suprême. Est-ce qu'une loi qui interdit les armes est valable ? Est-ce qu'une loi… Enfin, oui, ça va être ça les discussions. Est-ce qu'une loi qui interdit les voitures à essence est valable ? Enfin, voilà, c'est ça les discussions. Et donc là, la Cour suprême va réfléchir et dire est-ce que c'est une atteinte à la liberté du commerce ? Est-ce que c'est une atteinte au second amendement qui prévoit le droit de porter des armes et de se défendre, etc. Et donc, Donald Trump a eu une chance incroyable au cours de son mandat de 4 ans. Il a été amené à désigner 3 membres sur 9, je ne sais pas si vous imaginez, 3 membres sur 9 à vie. Et puis, évidemment, il a désigné des jeunes quinquennataires. Donc, il en a désigné un en 2017, un en 2018 et une tout récemment, Amy Barrett, en 2020. Là, enfin, il y a 15 jours, en fait. Hein. Elle a été bon. Et donc, on a maintenant une Cour suprême avec une majorité républicaine de 6 contre 3 démocrates. Donc, ça veut dire qu'il est assez probable que, même si la gauche l'emporte, fait un carton plein ce soir, il est assez probable que la plupart des lois qui seront adoptées seront invalidées par la Cour suprême, non pas pour des raisons politiques bêtes, mais parce que la plupart des propositions démocrates sont quand même… disons, un peu borderline d'un point de vue juridique, dirons-nous. On verra bien, de toute façon. Hein. Donc voilà, il fallait mentionner cet aspect-là. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les démocrates, qui ont bien vu le problème, ont proposé, ça a été un gros sujet pendant la campagne, d'augmenter le nombre de juges de la Cour suprême et de les passer à 13 en nommant 4 nouveaux juges qui seraient de gauche par définition, afin d'obtenir la majorité. Donc ça s'appelle Pacte de Court et ça a été un énorme débat. Alors, pendant cette campagne électorale, donc on va voir si, oui ou non, si la gauche l'emporte, s'ils veulent modifier la composition de la Cour suprême, ce qui serait assez étonnant quand même. Mais en tout cas, ils en ont parlé sérieusement. Et Kamala Harris, par exemple, la vice-présidente de Joe Biden, a dit clairement qu'elle allait le faire. Et voilà. Alors, la conclusion, c'est que, comme vous le voyez sur cette carte qui montre, cette photo qui montre la carte avec les résultats qui rentraient en 2016, évidemment, on commence par la côte Est, hein, puisqu'il y a 3 heures d'avance sur la côte Ouest. Et donc, la soirée électorale ce soir va s'avancer comme ça. On va avoir les résultats de la côte Est au début, un peu du milieu, et puis vers 4 heures du matin, on a les résultats de la côte Ouest. Alors, donc du coup, c'est quand même assez compliqué de savoir le soir même, à partir comme en France, à 8 heures du soir, qui a gagné. Non, ça, ce n'est pas possible. Il faut attendre à peu près minuit. Hillary Clinton a concédé en 2016 à 2 heures du matin. Alors, à minuit, on aura une bonne idée quand même. Pourquoi ? Parce qu'à minuit, on aura tout ce bloc qui aura été décompté et on aura les résultats, notamment de tous ces États swing states, c'est-à-dire les États où
on ne sait pas trop si c'est la gauche ou la droite qui va l'emporter. C'est difficile d'anticiper. En fonction des bons scores ou moins, enfin des scores réalisés par l'un ou par l'autre, on pourra extrapoler sur le reste du pays. C'est comme ça qu'on fait en fait. Et donc, c'est comme ça que les grandes chaînes de télé annoncent le vainqueur vers minuit, vers 11h, minuit, en extrapolant les résultats de la côte Est sur le reste du pays. D'accord ? Donc, c'est quand même assez incertain. Et donc, c'est arrivé plusieurs fois que les gens se couchent le soir avec leur station télé leur disant c'est machin qui a gagné. Et ils se réveillent le lendemain matin, ils achètent le journal et hop, c'est truc qui a gagné. C'est l'inverse. C'est tout à fait possible. Donc, surtout cette année avec le comptage des bulletins par correspondance. Sur les prédictions, je ne résiste pas. Je vous ai mis ici la copie d'un post sur Facebook que j'avais mis le 8 novembre 2016 où j'avais annoncé ce qui allait se passer. Et honnêtement, ce que j'ai annoncé est exactement ce qui s'est passé. Évidemment, je me suis appuyé sur les bonnes sources qu'il fallait, comme je vous ai dit. Là, c'est quand même pour vous rappeler que quand moi je poste ça, les journaux postent ça. Donc, c'était quand même, j'étais très contre-courant. Et voilà. Et donc, mes sources étaient bonnes. Et donc là, pareil, j'ai fait la même chose cette année où j'ai écrit à peu près, j'ai donné mes prédictions dans cette tribune du 21 octobre dans Les Échos. Où j'annonce en gros que Trump va plus ou moins réussir à dupliquer la carte électorale de 2016. Voilà. Écoutez, voilà, j'ai fini cette présentation. Je sais que je suis allé vite et qu'il y a eu beaucoup d'informations, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est sûr que c'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures et des heures. Et puis, je voulais aussi vous entendre et entendre vos questions. Donc, je suis allé vite pour laisser un peu de temps à une interaction entre nous. Écoute, merci beaucoup, Anthony, de nous donner ta vision, tes sources, entre autres aussi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions par écrit que je pourrais transmettre. Moi, j'avais deux petites questions. Alors, la première, elle n'a rien à voir avec des élections, mais tu es aux États-Unis, il est 13h. Je pense que tu es à ton domicile. Est-ce que tu peux nous parler un peu s'il y a donc je sais que tu es à New York, s'il y a un confinement, entre autres à New York, comment ça se passe la vie au quotidien? Nous, on vient d'être de manière assez récente, on vient d'être confinés. Bon, un confinement pas total, puisque certaines personnes peuvent se déplacer, travailler, entre autres, mais on a les magasins, les bars, les restaurants qui sont fermés. Comment ça se passe aux États-Unis? Comment se passe le travail? Comment ça s'organise? Et surtout à New York, là où tu es. Oui. Alors, effectivement, donc le Covid est arrivé aux États-Unis on pense en décembre 2019, mais les premiers cas avérés, en février 2020. C'est à cette époque où Donald Trump a fermé les frontières avec la Chine. Et ensuite, en avril, il fermera les frontières avec l'Union européenne. En fait, les États-Unis, il faut voir les États-Unis comme l'Union européenne. C'est-à-dire que chaque État a autant, voire plus de pouvoir qu'un État membre de l'Union européenne. Et donc, en fait, la crise du Covid en Europe, elle n'a pas été gérée par l'Union européenne. La crise du Covid en Europe, elle a été gérée par chaque État avec sa politique, l'Espagne, l'Allemagne, la France, etc. Et bien, ça a été la même chose aux États-Unis. Il n'y a pas vraiment eu, il ne pouvait pas, il n'avait pas le droit d'ailleurs. Il n'y a pas eu de politique fédérale de lutte contre le Covid. La seule chose que Trump a pu faire, c'était fermer les frontières nationales et c'est tout. Ensuite, il est revenu à chaque gouverneur de contrôler le Covid avec sa politique, avec un confinement, pas de confinement, avec des masques obligatoires, etc. Avec la fermeture ou pas des écoles, avec la fermeture ou pas des salons de coiffure, des restaurants, etc. Voilà. Ça, c'était chaque gouverneur, ce n'était pas Trump. Et en fait, on a eu donc un confinement qui a été généralisé. Chaque État s'est confiné au printemps. Et ensuite, tout s'est réouvert à la fin du printemps jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'y a absolument aucune mesure obligatoire, en tout cas à New York. Alors, il y a encore 1 ou 2 États qui sont confinés, mais c'est des confinements, c'est des semi-confinements. Le confinement qui a eu lieu au printemps, on avait le droit de se déplacer, on allait se promener au bord de la mer, on allait jouer au tennis. Vous voyez. Par contre, effectivement, les écoles et les restaurants, tous les commerces étaient fermés. Aujourd'hui, rien n'est fermé, tout est ouvert, aucun déplacement n'est interdit, tout est possible.
Et la seule marque de la présence encore du Covid, c'est que le port des masques est obligatoire dans les magasins, comme en France cet été, hein, et les écoles sont ouvertes, mais ils espacent un peu les étudiants. Donc, soit ils mettent les étudiants dans des grandes salles, donc c'est ce que font les écoles privées. Les écoles privées ont doublé leur surface d'école, et puis les étudiants sont loin les uns des autres. Soit ils ont coupé les classes en deux, ils ont multiplié par deux les classes, mais bon, ça coûte cher, donc ce n'est pas évident. Soit ils font des rotations, donc c'est ce qui se passe dans la ville où je suis. C'est-à-dire que mes enfants, au lieu d'avoir toute la journée à l'école, ils y vont que l'après-midi, et le reste est en Zoom. D'accord ? Donc voilà où on en est en Covid aujourd'hui. Il y a eu une période de panique en mars-avril, notamment à New York, où on a eu peur que les hôpitaux allaient être submergés, et notamment donc les lits en intensive care unit, ICUs. Et donc, on a construit, les militaires sont venus. Alors ça, c'était Trump qui envoyait les militaires. Donc, les militaires sont venus, puisque les États n'ont pas de militaires, hein, c'est que fédéral. Les militaires sont venus construire des hôpitaux de campagne. Il y en a un construit pas très loin de chez moi, d'ailleurs, qui n'a pas été utilisé finalement. Et Trump avait même envoyé le Comfort, qui est un énorme bateau militaire de soins qui était basé à Philadelphie et qu'il a fait monter à New York. Mais pareil, il y avait plus de 1000 lits et il y a, je crois, 14 lits qui ont été utilisés, mais même pas pour du Covid, en fait, ça a été utilisé pour autre chose. Donc, en fait, le confinement a été assez efficace à New York. Il y a eu des chiffres très mauvais, mais essentiellement auprès des nursing homes, c'est-à-dire des maisons de retraite. Mais sinon, pour la population en général, ça s'est plutôt bien passé. Et donc voilà ce qu'on peut dire. Alors, l'économie, elle a été impactée, elle repart très fort, hein. Je disais tout à l'heure, la progression du PIB au dernier trimestre est 33%. Je ne sais pas si vous imaginez, on n'a jamais vu un résultat historique, ça n'a jamais été aussi fort dans l'histoire des États-Unis. C'est la raison pour laquelle on se demande même, comme je disais tout à l'heure, si la croissance du PIB en 2020 ne va pas être supérieure à 2019, ce qui serait quand même hallucinant, alors même qu'il y a eu le Covid. Donc là, il y a une reprise économique très forte, parce que l'économie était très solide avant, hein, c'est sûr. Et donc, on va voir. Alors, ça a été un thème du débat, puisque, en fait, la gauche, pour simplifier, mais est terrorisée par le Covid et a utilisé le Covid comme arme politique pour attaquer Trump en disant qu'il avait mal géré. Alors que c'est assez amusant, puisque quand on regarde les États des États-Unis où les chiffres sont les plus mauvais en termes de nombre de morts du Covid et en ratio par population, évidemment, pas en nombre. Et ce sont des États qui sont gérés par des gouverneurs de gauche. Mais enfin, il n'empêche que la gauche a énormément attaqué Donald Trump sur le Covid, la gestion du Covid, et donc c'est devenu un sujet politique. Et donc on va voir. Alors, pendant les débats, ça a été un sujet, hein, puisque Biden a annoncé, s'il y avait une deuxième vague, qu'il allait confiner le pays à nouveau, alors que Trump a dit, même s'il y a une deuxième vague, je ne confinerai pas. Alors, encore une fois, ça ne dépend pas de lui, mais ni l'un ni l'autre. Enfin bon, c'était un débat c'était un thème pendant le débat. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont peur, si Biden est élu, qu'il y ait des confinements généralisés et qui se retrouvent à nouveau au chômage. Donc, c'est un vrai sujet. Ah, très bien. Mais écoute, merci. Alors, il y a énormément de questions, hein, même en privé, que je reçois. Donc, on pourrait passer toute la nuit, hein, donc je vais essayer un petit peu de synthétiser. Beaucoup de questions très intéressantes, mais on devrait passer des heures. Alors, une autre question qui essaie un petit peu de synthétiser plusieurs questions. Bon, c'est clair qu'il est avéré que Biden a été largement financé, sponsorisé par Wall Street, hein, par les grandes entreprises. En même temps, il a une politique d'augmentation des taxes, hein, chose qui n'est pas toujours très bien vue aux États-Unis. Qu'est-ce que tu penses de l'impact de la bourse, puisqu'on fait, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, la bourse est vraiment un pilier fondamental de l'économie américaine. Les retraites sont indexées et investies, entre autres, dans les bourses. Que penses-tu comment va réagir en fonction d'un résultat ou à l'autre la bourse, puisque c'est vrai que bon, c'est assez incontestable, même si ça avait démarré sous Obama,
on voit les résultats économiques, mais en tout cas, avant le Covid de Trump, il y a rarement eu une relance économique qui est aussi forte. Et un peu ce paradoxe d'un Biden qui est financé par Wall Street, mais qui en même temps est pour une augmentation des taxes contre l'industrie, je dirais, pétrolière. Je pense une analyse qui est différente. Quel serait ton point de vue de l'appréciation des marchés? Alors, c'est très intéressant. Alors, sur l'aspect boursier à proprement parler, puis je répondrai après sur le support du patronat. Sur l'aspect boursier, c'était assez amusant parce qu'en 2016, vous aviez des prix Nobel de l'économie. Vous aviez l'ancien ministre de l'économie d'Obama, enfin, vous aviez les plus grands penseurs de Princeton et de Harvard qui avaient annoncé un krach économique, un krach boursier, si Trump était élu. Ça, c'était en octobre 2016. Et donc, c'est l'inverse qui s'est produit. La croissance a été multipliée par 2. On est passé de 1,6% de croissance sous Obama en 2016 à 2,5% en moyenne au cours des 3 années de Trump. Et puis, en termes boursiers, la bourse a pris 50% puisque le Dow est passé de 18 000 à maintenant 28 000. La bourse, pour l'instant, a parié sur une victoire de Trump. Ça, c'est sûr. Ça, vous pouvez regarder, les analystes, la bourse a parié sur une victoire de Trump. Alors, je ne vais pas faire comme ceux qui se sont trompés en 2016 et annoncer un krach boursier si Joe Biden est élu. J'en sais rien, personne ne le sait en fait. On peut quand même voir 2 choses. L'augmentation du taux de l'impôt sur les sociétés de 21% à 28% qui va se faire assez vite. Enfin, sauf si le Sénat reste à droite. Si le Sénat reste à droite, il n'y a pas de réforme fiscale. Bon. Donc, pour qu'il y ait une réforme fiscale de Joe Biden, il faut que Joe Biden soit élu et il faut que la gauche l'emporte à la Chambre des représentants et au Sénat. Admettons qu'il gagne dans les 3, il y aura une réforme fiscale qui ira dans le sens d'une forte augmentation des prélèvements obligatoires sur les sociétés et qui va impacter directement la profitabilité des sociétés, puisque vous passez l'impôt de 21 à 28, ça fait moins de dividendes à distribuer, c'est direct. Et moins de dividendes à distribuer, ça fait baisser le cours en bourse. Donc, on peut s'attendre honnêtement à une correction boursière si Joe Biden est élu. Sur le support du patronat, alors pourquoi le patronat supporte quelqu'un qui risque de faire baisser les actions? Eh bien, en fait, ce sera du court terme, cette correction boursière, et puis après, tout le monde se rétablira gentiment, à mon avis. En fait, le patronat préfère un mondialiste qui augmente les impôts qu'un nationaliste qui baisse les impôts. C'est ça ma réponse. Et en fait, Trump, en mettant fin à la mondialisation, en imposant des droits de douane, notamment à l'Europe, à la Chine, au reste du monde, et donc en protégeant le pays avec ses frontières douanières, contrecarre les projets du patronat, contrecarre tout simplement les profits du grand patronat, et c'est la raison pour laquelle ils sont vent debout contre lui. Très bien, parfait. Alors, en changeant un petit peu de sujet, tu as évoqué les fake news et je pense qu'il y a rarement une élection qui a tellement parlé de fake news un petit peu dans tous les sens. On voit qu'effectivement, les États-Unis, les médias, les grands médias en tout cas, sont assez anti-Trump. Je pense qu'on peut dire un petit peu la même chose en France. La plupart des médias traditionnels sont anti-Trump. On a parlé, tu as beaucoup évoqué un petit peu des lacunes chez Biden, toute une série de problématiques. C'est vrai qu'on se pose des questions sur son état de santé, entre autres, se retirer, je pense, entre autres, des énergies fossiles dans un pays comme les États-Unis, c'est quand même un débat qui est compliqué. Moi, ma question c'est que malgré tout, les points qu'on peut évoquer chez Biden, si Trump perd, pourquoi il aura perdu? Quelles sont les qualités qu'auraient trouvées les votants chez Biden? Est-ce que ça serait un vote plutôt anti-Trump en disant, bon, peut-être que Biden est fatigué, mais il a une très bonne vice-présidente et finalement, j'aime pas Trump, donc je vote contre lui? Ou finalement,
comme on parle beaucoup, c'est vrai, de anti-Trump, on a très peu parlé, je dirais, des qualités de Biden et les points positifs de Biden. Donc, à ton avis, quels seraient les points positifs qu'on pourrait mettre pour ces électeurs qui disent moi, je vote Biden? Ouais, alors c'est une bonne question. Biden n'a pas fait campagne, on l'a dit. Non seulement il est resté dans son basement et il ne prenait pas les questions des médias, mais il n'a pas présenté de plateforme très claire. En fonction de l'audience à laquelle il s'adressait, il disait tout et son contraire. Donc, il disait, quand il fallait le dire à une audience qui voulait entendre, qu'il allait supprimer les armes. Et puis après, quand il était en face d'ouvriers, il disait jamais de la vie, vous êtes des fous, j'ai jamais dit ça. Pendant le débat télévisé qui a été suivi énormément, vous pouvez imaginer, Trump lui dit bon alors, est-ce que tu confirmes, tu vas interdire le fracking? Alors je sais pas comment on dit en français, la recherche de le fracking, c'est la recherche de gaz en cassant les pierres. Bon. Le shit, Gaz de schiste. Gaz de schiste en France, voilà. Et Trump il lui dit j'ai jamais dit ça, tu passes un faux message, tu n'as pas le droit de dire ça, j'ai jamais dit ça. Et Trump dit bah si, on a plein de vidéos. Et Biden lui dit ah oui, je te mets au défi, trouve les vidéos. Évidemment, 10 minutes après la fin du débat, c'était sur le compte YouTube, Twitter, Facebook de la campagne. Il y avait les 50 vidéos où Biden et Kamala Harris ont dit évidemment on va interdire le fracking. Bon. Donc en fait, il a dit tout et son contraire. Donc on ne sait pas ce qu'il va faire. On a, le court packing, par exemple, ça c'était un gros sujet. Hein. Est-ce que vous allez inonder la Cour suprême de nouveaux juges? Il a refusé de répondre, alors que Kamala Harris a dit oui, on va le faire. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Donc côté gauche, c'est clairement pas une adhésion à un programme en particulier. Il y a le Green New Deal. Alors sur le Green New Deal, en fait, à chaque fois qu'on interroge, qui est quand même très extrémiste, hein, à chaque fois qu'on interroge Joe Biden dit « Moi, si j'ai gagné la primaire, c'est parce que j'étais contre des gens d'extrême gauche. Hein, » il parle de Sanders. Et donc, si j'ai gagné, c'est que j'ai gagné sur une plateforme centriste. Donc, comptez pas sur moi pour appliquer le Green New Deal. Ça, c'est ce qu'il dit au public bon teint. Et puis après, quand il est en face dans des meetings avec des gens qui sont un peu excités, il annonce que bien sûr le Green New Deal c'est fondamental et qu'il faut sortir les États-Unis du pétrole dans les 5 ans à venir. Enfin bon, donc en fait il dit tout et son contraire, donc on ne sait pas trop vers quoi on va. Et donc les gens qui votent pour lui, c'est impossible qu'ils vous disent qu'ils votent pour un programme particulier parce qu'on ne sait pas. Par contre, les gens qui votent pour lui, clairement, ils votent contre Trump. Alors qu'est-ce qu'ils n'aiment pas chez Trump? Eh bien, ils n'aiment pas la personnalité, ils n'aiment pas la perception qu'ils en ont et que les médias ont porté pendant toutes ces années. Et là, il y a un vrai rejet personnel et donc, s'il perd, c'est vraiment ça. Hein. S'il perd, c'est que les gens rejettent un personnage qui, de l'autre côté, est adulé. C'est-à-dire que je vous invite à aller regarder des images des meetings électoraux que Trump a fait hier ou avant-hier, où il y a, comme je vous ai montré, 58 000 personnes qui viennent. 58 000, c'est 20 000 personnes sur le lieu. Après, c'est full capacity, c'est 20 000 personnes dehors et c'est encore 15 000 personnes dans les parkings et tout. Enfin, c'est juste hallucinant. Et ces gens-là chantent « We love you, we love you ». Et 58 000 personnes en période électorale avec le Covid, vous pouvez prendre n'importe quel rockstar qui vous vient par la tête, il n'y aura pas 58 000 personnes. Là, Biden a fait hier un rallye avec Lady Gaga et il y avait 200 personnes. D'accord ? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a à la fois une détestation qui est évidente d'un côté et une adoration qui est aussi évidente de l'autre. Alors, donc, en tout cas, s'il perd, ça veut dire clairement que la détestation l'aura emporté sur l'adoration. Très bien. Alors, Anthony, j'avais on va bientôt se diriger vers cet entretien, mais je sais qu'il y a quelques années, tu as, entre autres, eu à travailler avec les équipes de Donald Trump. Hein, je crois des questions de fiscalité, je crois que c'était sur les îles françaises, plus ou moins, ou pas très loin de... Est-ce que toi qui as pu côtoyer, entre autres, ces équipes, tu as une petite anecdote à nous raconter ou comment ça s'est passé? De quelle manière ils gèrent, quoi? Est-ce qu'il y a un style Trump dans les affaires? Oui, effectivement, c'est marrant que tu soulèves ça. En fait, j'ai travaillé pour Trump en 2012-2013.
où il a réalisé le plus gros investissement immobilier dans les Caraïbes françaises, à Saint-Martin, dans la partie française de Saint-Martin, où il a racheté le château des Palmiers. Et assez vite, ils ont réalisé que c'était un milliardaire américain qui le vendait, qui était propriétaire, qui le vendait, et c'est Trump qui achetait. Et assez vite, ils ont réalisé, parce qu'ils ne savaient pas trop au début d'ailleurs, que c'était la France en fait. Et donc, ils avaient besoin d'un avocat français. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré sur ce dossier. Et moi, j'ai parlé à ce moment-là à alors je ne sais pas, le CFO de son family office, enfin, je ne sais pas exactement quelle était sa fonction honnêtement. Et c'était clairement quelqu'un qui était un ami d'enfance de Trump et qui avait son âge. Vous savez, on reconnaît quelqu'un qui a 70, 75 ans au téléphone, où on sent quand même. Bon. Et donc, la première réponse que je peux apporter, c'est qu'il était entouré de gens très fidèles depuis toujours. Et puis, cette personne, à la fin de chaque appel, me disait Anthony, you have been very helpful, thank you very much, now it's clear, we know what we are going to do, blah, blah, blah. And do you realize you are working for the next president of the United States? Et là, je raccrochais en disant, mais de quoi il me parle? Il n'avait rien annoncé, c'est-à-dire qu'il a annoncé en décembre 2015. Et donc, il allait se présenter. Et en fait, toute son équipe, tout son entourage, dès 2012, savait qu'il allait se lancer. C'est-à-dire, en fait, quand Obama a été réélu et quand Romney a perdu de façon lamentable, là, à ce moment-là, il a dit j'y vais. Et il a commencé à construire son plan dès 2012. Et qu'est-ce que c'est que cette anecdote? Ça montre qu'il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait et c'était très, très organisé et très prévu depuis 2012, depuis de longue date. Très bien. Alors, pour nos chers étudiants, j'ai un petit invité. Alors, je ne sais pas si tous les jeunes le reconnaissent, mais c'est Picsou, voilà, donc une de premières BD et je pense qu'il représente bien l'Amérique. C'est une des rares BD où on peut voir un dessin animé pour jeunes où il se baigne, entre autres, dans des piscines, entre autres en or. Et donc, un petit coucou pour saluer les Américains. Et en tout cas, ce point de vue que nous a donné Anthony. Je ne pourrais pas poser toutes les questions parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines et toutes très intéressantes. Et malheureusement, on devra quitter. Alors, certains disent un petit peu que peut-être c'était un petit peu, des fois peut-être impartial. Alors, chez Financia, nous, ce qu'on aime, c'est d'avoir des points de vue qui sont différents. Si c'est pour écouter ce qu'on a à la chaîne de TF1 à 20h, on a déjà la télé pour ça. Donc ça, c'est vraiment bien. Et les points de vue peuvent être différents et il faut respecter tous les points de vue, ou en tout cas, moi, ça m'intéresse énormément qu'on a un point de vue qui est différent, qu'on a une autre approche. Et d'ailleurs, chez Financia, et surtout dans les masterclass, on reçoit énormément de sensibilités qui sont différentes et c'est ce qui fait un petit peu la richesse de notre contenu, apprendre à réfléchir, à analyser. On peut ne pas être d'accord, mais la richesse, c'est dans l'échange, l'écoute effectivement de l'autre et savoir effectivement que ça existe. D'ailleurs, que ce soit Biden ou Trump qui gagne, ça ne change pas, mais ce qui est déjà, et Anthony, je te remercie énormément, parce que ce n'est pas évident de se positionner, de faire entre autres des pronostics, parce que si quelqu'un avait la baguette magique pour savoir exactement ce qui se passerait, mais ce qui est intéressant, c'est de donner en tout cas son avis, son opinion à chacun, et qu'on soit d'accord ou pas, c'est un intérêt pour moi très important parce qu'au moins, il permet de se poser des questions, de réfléchir, et c'est l'objectif de ces rencontres qui sont là. Alors, ce que je propose, pour ne pas créer de frustration avec toutes les questions, et je suis vraiment très heureux qu'il y ait un débat animé avec plein de questions, plein de sensibilités différentes, c'est que vous puissiez effectivement nous envoyer par mail les questions auxquelles on n'a pas pu échanger, et je pourrais échanger avec Anthony pour pouvoir
vous apporter une réponse. Voilà. En tout cas, mille merci Anthony, on est vraiment grâce à toi, dans le feu de l'activité. Ouais. C'était vraiment intéressant. Dans quelques heures, on commencera à voir effectivement, comme tu nous l'as très bien montré dans cette carte, un petit peu le début des résultats. Et puis, ça sera important parce qu'on pourra analyser effectivement quels ont été les impacts de la campagne. Et puis, finalement, c'est la démocratie qui aura raison. Et ça, c'est le vote des urnes qui va sortir. Et c'est quand même le plus important. Et en tout cas, je reste convaincu et persuadé que tout le monde respectera les urnes, même s'il peut y avoir quelques contestations d'ici et là. Je me rappelle de Bush aussi, où en Floride, ils ont recompté et recompté. Mais à la fin, quand même, l'Amérique, malgré tout, c'est un grand pays démocratique. Donc voilà. Donc moi-même et Donald, on fait un petit coucou à tout le monde. Je remercie, vous avez été très très nombreux, on a dépassé les 380 personnes. Donc merci à tous pour votre présence et vous avez suivi pendant très longtemps. Et merci encore Anthony de t'amener éclairage parce que c'est pas toujours évident de décortiquer un pays comme les États-Unis où on est proche, mais en même temps, il y a énormément de différences et il n'y a pas mieux que toi pour pouvoir exprimer, parce que tu es un Français expatrié, mais installé, tes enfants sont là-bas, sont à l'école américaine. Donc, tu as cette double culture avec laquelle on prend beaucoup de plaisir à recevoir, en tout cas, tes idées que tu partages avec grand plaisir. Voilà. Eh bien, merci à vous tous. Merci Alfonso, merci Ameline d'avoir mis en place c'était un grand plaisir pour moi d'avoir l'occasion de faire cette présentation. Je retrouverai certains d'entre vous en cours de fiscalité internationale au mois de mars. Et en tout cas, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Bah, merci beaucoup, Anthony. Il y aura la possibilité sur notre chaîne privée, sur YouTube, de revoir ça. Et ça sera marrant de le revoir après les élections parce qu'on verra, les gars, 4 ans, tu as été très, très bon. On va voir si on continue, si on continue comme ça. Mais en tout cas, on a appris beaucoup de choses ce soir et beaucoup de pistes de réflexion. Et je pense qu'en regardant les chaînes d'infos en continu ce soir, on aura peut-être une vision différente ou en tout cas on se posera des questions de manière un peu plus différente. Voilà. Merci à tous et à la prochaine masterclass. Voilà. Au revoir.